Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Donc, bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature qui sera consacrée au très attendu livre Resistance Reborn. Ici Francis et pour discuter du livre, je suis accompagné du leader suprême en personne. Bonsoir Danny. Bonsoir Francis. Et quoi de neuf côté Star Wars pour toi Danny? Côté Star Wars, en fait, j'étais en vacances cette semaine. Quelle mauvaise idée de choisir cette semaine-là pour être en vacances parce que c'était la semaine que t'avais les deux des plus gros événements de l'année pratiquement, le jeu Jedi Fallen Order puis Disney Plus avec The Mandalorian. Mais bon, j'étais au Mexique et puis sur la plage, j'ai lu Resistance Reborn, justement le roman qu'on va parler ce soir. Et je me suis rattrapé parce que j'avais pas encore lu le audio-drama de Dooku Jedi Lost. Donc j'ai écouté ça aussi. Comment t'as trouvé ça? En format audiobook, les deux. Comment j'ai trouvé ça? Correct. Mm-hmm. Je trouve que la voix de Dooku ressemblait pas du tout. Ouais, ça c'est vrai. Soit à l'acteur de Clone Wars, ou à chaque fois ou même le Christopher, le nom du vrai acteur. Je me souviens pas de son nom. Je me souviens pas, mais ouais, effectivement, ça c'est. Disons qu'il faut. C'est ça, faut s'habituer parce que c'est ça, c'est très Christopher éloigné. Lee. Voilà, tu sais, c'est même pas proche, là. Tu sais, il a pas du tout essayé de le reproduire. Là. Non, ça me faisait décrocher parce que des fois, c'est-tu lui qui parle? C'est-tu pas lui? Il était trop loin, la voix est pas assez grave, pas assez classique. T'sais, donc, en tout cas. Puis, bon, bien sûr, j'ai essayé de m'abonner à Disney Plus au Mexique, mais bon, avec le IP, ça marche pas du tout. Puis j'avais pas mon ordinateur non plus, fait que... mais c'est barré complètement. On peut pas... Eux autres l'ont pas en même temps que les États-Unis puis le Canada, donc c'était impossible. Même pas de s'abonner. Mm-hmm. J'avais pas un ordi pour downloader de façon illégale les épisodes. Fait que bon, je me suis fait spoiler, bien sûr, parce que c'est pratiquement impossible d'être en ligne et puis de pas se faire spoiler le jour, même le lendemain. Mm-hmm. Pour Français, ceux qui attendent vraiment, là, le reste du monde, pas juste les Français, mais la majorité. Mm. En tout cas, je trouvais ça super étrange parce que j'ai regardé les crédits de Mandalorian quand j'ai eu finalement le temps d'écouter en revenant. Et puis, toutes les langues sont déjà traduites. C'est comme... Ouais, je trouve ça vraiment étrange. D'après ce que j'ai compris, c'est des questions de droit. Ouais, de droit avec les studios, pas les studios, mais les postes là, français. Mm-hmm. Les grands distributeurs français. Donc, il y a une histoire comme quoi, quand ça va venir en mars, là, ça va être associé à Canal+. Donc, que les gens abonnés à un vont être abonnés à l'autre ou un truc comme ça. Là. OK. Mm-hmm. Mais bref, en tout cas, pour nous, Québécois, c'est des concepts qu'on connaît pas. Là. Exactement. Ils vont avoir le film 2 jours d'avance. Il va falloir vraiment... Rise of Skywalker va vraiment falloir fermer Internet pendant 2 jours si on veut pas le voir. Ben, moi, je connais les spoilers, fait que je m'en fous un peu, mais pour ceux qui connaissent pas les spoilers... c'est ça, ils se rattrapent sur le film. Ben, c'est ça. Puis à part ça, ben, j'ai pas encore acheté Jedi Fallen Order, le jeu, mais aujourd'hui, j'ai reçu le livre Arts of Jedi Fallen Order. J'ai hésité à regarder, et puis j'ai comme flippé les pages là, comme à peu près 10 secondes. Mm-hmm. Puis je pense que je me suis fait spoiler d'une affaire du jeu. Fait que c'est comme je l'ai fermé, je l'ai mis dans ma bibliothèque, puis je vais attendre. Il y a des super belles images que j'ai vues, là, des concept art vraiment génial. C'est 240 pages. Mm-hmm. Il est magnifique le jeu. Dans l'extrait que j'ai vu du jeu, oui, il est beau. Je parlais des concept art et du livre. C'est un beau livre, vraiment. J'achète seulement les beaux livres maintenant en papier. Le reste, c'est tout en version audio. Mm-hmm. Donc, du peu que j'ai vu, des 10 secondes que j'ai vu, ça vaut la peine. Mais moi, je collectionne ces livres-là de toute façon parce que j'aime beaucoup l'art. Donc, mm-hmm. Ben, tu sais, côté spoilers, de toute façon, tu vois, comme notre politique, c'est tout ce qui est distribution officielle, c'est pas du spoilers. Parce qu'on se cachera pas, ceux qui ont lu les comics aussi, en tout cas, il y avait peut-être quelques spoilers ici et là, si on peut considérer ça comme des spoilers. Donc, mais la bonne nouvelle pour toi,
si tu te l'es pas encore procuré, c'est qu'il y en a déjà plein de copies des copies des vrais, là, des originaux, disponibles sur Marketplace, par exemple, ou Kijiji, etc., parce que les gens sont déjà passés au travers, et puis ils leur vendent là, à prix réduit. Donc, déjà 2 jours après, là, j'en ai vu ici à Québec disponible pour 60$. C'est bon, tu sauves quand même un peu d'argent. C'est bon, merci du tuyau. Et de mon côté, évidemment aussi Jedi Fallen Order. Moi, dans le fond, je l'ai acheté le jour même, là, et on est quand même 4 déjà à l'avoir essayé ici à la maison. Il y a juste Tamara, ma grande fille, qui l'a pas essayé. Mais les 2 garçons s'y sont mis. Ma blonde s'y est mis hier. Tu vois, moi, je suis à peu près à 50%. Là, quand je charge les sauvegardes, là, ça te donne un pourcentage de fait. Donc, est-ce que tu peux jouer à 2 profils en même temps, puis chacun fait sa partie où est-ce qu'il est rendu? Ouais, tu peux lancer autant de sauvegardes que tu veux, là, autant de campagnes, on va dire, que tu veux. Et puis, à date, je réalise que j'ai peut-être pas la version idéale de machine pour faire rouler ça. Là. Ma Xbox One, c'est la première génération. Là. Donc, j'imagine que ce serait mieux sur une X, là, avec comme Sylvain, par exemple. Fait que côté graphique... Moi aussi, j'ai Xbox One, je risque d'en arracher un peu. Ben, en tout cas, je sais pas. Côté graphique, c'est magnifique, mais peut-être sur le personnage, un peu sur les visages, des fois, tu te dis, il me semble que... Mais tu sais, les graphiques, c'est ajusté automatiquement, fait que... c'est dur à dire, là, de quoi a de l'air le jeu top-notch. Faudrait que je regarde des vidéos vraiment en 4K, là, produit final, mettons, sur YouTube, là. Mais le jeu est magnifique. Moi, personnellement, là, je dois avouer que souvent, je perds mon temps à juste regarder les paysages là, magnifiques qu'ils ont créés. C'est, en tout cas, Et si tu tripes histoire de Star Wars, ben, côté lore, là, ça s'annonce très intéressant. Excellent. Même si je l'ai pas fini surtout ça. Moi, je vais le mettre au mode le plus facile, puis je vais le faire. C'est à peu près ça. Ben, c'est ça, justement, le mode le plus facile, il s'appelle Histoire. Justement. Bon, ben, c'est ça, c'est bon. Parce que... Puis tu sais, il y a une grosse différence. Le mode... Tu le vois, là, les réglages qui changent là, quand tu le mets facile. Puis tu sais, il y a une énorme différence, justement, pour que tu puisses passer au travers du jeu sans être un gamer expérimenté. Ce qui est pas mon cas, justement. Ni moi. Et bon, évidemment, de mon côté, il y a Mandalorian comme un peu tout le monde. On a fait l'émission sur le premier épisode la semaine dernière. J'ai parlé tantôt des comics Fallen Order. Il en est sorti encore la semaine dernière. Ça sera pas ma série de comics préférée, mais au départ, je voyais vraiment pas où est-ce que ça s'en allait, où est-ce que ça allait connecter avec le jeu. Puis finalement, je dois revenir sur ce que je disais. C'est vraiment très très connecté avec le jeu. Donc de ce côté-là, c'est réussi. Il y a la série Star Wars aussi qui approche de la fin. Il reste un seul numéro. Donc on est vraiment rendu là, on se rapproche d'Empire contre-attaque à vitesse grand V. Et enfin, il y a la série Target Vader aussi que j'aime de plus en plus. Vraiment là, j'acconseille à tout le monde Target Vader qui suit un chasseur de primes légende qui a été recanonisé là, grâce à tout d'abord à la série solo Cadet Impérial, puis maintenant il y a sa propre série. Et je sais pas comment ils vont mettre tout ça en commun, mais tout ça se passe en même temps. La série Star Wars, la série Dr. Aphra, puis la série Target Vader. Et le premier numéro de la nouvelle série, ça va être un gros melting pot, un numéro, je pense, de 50 pages, une affaire comme ça, qui va venir comme clore toute l'aventure des trois, là. Donc, puis Star Wars repart à zéro. Il y a Dr. Aphra qui repart à zéro après aussi. Donc, c'est ça. Alors, bien hâte de voir où est-ce que ça s'en va, mais jusqu'à maintenant, tu sais, la hype, elle monte, là. Fait que ça faisait un certain temps que, autant du côté de Dr. Aphra que de Star Wars, c'était à la baisse, là, en termes d'intérêt. Puis là, c'est pas pire, ça remonte. Fait que c'est quand même déjà une bonne nouvelle. Avec les mêmes personnages, en fait. ouais, exactement. Là, c'est ça va repartir tout de suite après l'Empire contre-attaque. Moi, c'était mon souhait. Je sais que Loïc, pour en avoir parlé d'une autre émission, c'était pas le sien du tout. Lui considère qu'il n'y a rien à raconter entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Là. Mais bref, j'ai bien hâte de voir comment ça va se continuer là, côté comics chez Marvel.
Sinon, côté émission récente, j'en ai déjà parlé. On rappelle, on a déjà 2 épisodes de fait, les Star Wars séries 4 et 5 sur le premier et le deuxième épisode de Mandalorian. Donc, le premier épisode fait par l'équipe Québec et le deuxième épisode fait samedi dernier par l'équipe française. Je vous suggère d'aller voir ça, c'est intéressant en plus. Parce que nécessairement, même dans l'émission, la deuxième émission de l'équipe française sont revenus quand même un petit peu sur des aspects du premier épisode. Fait que c'est intéressant de voir les différents points de vue là, outre-Atlantique. Et on rappelle aussi le Star Wars en direct Spoilers numéro 29. Donc sur l'histoire de l'ascension de Skywalker. T'en as parlé un peu tantôt, Danny, que tu connais déjà un peu toute l'histoire. Ouais, donc cet épisode-là dévoile pas mal, je dirais. Ouais, c'est ça. Hein? Si ça, vous écoutez ça, vous connaissez l'histoire. Là. Ouais, c'est ça. C'est comme le spoilers par ultime. Là. Je pense que celui-là, faut. c'est pas des petites rumeurs. Là. Mais bref. Il faut être vraiment convaincu d'être un spoiler addict pour écouter ça. Parce que si vous êtes spoiler borderline, vous voulez en savoir un peu, mais pas trop, écoutez pas cet épisode-là. Non, c'est pas une bonne idée. Et donc, on vous rappelle, pour rejoindre notre communauté de fans et d'auditeurs, ainsi que pour participer à nos enregistrements en live, vous pouvez rejoindre notre serveur Discord. Et puis, pour montrer vos couleurs, dirigez-vous vers la boutique Star Wars en direct pour vous procurer des t-shirts et d'autres produits dérivés. Donc, à starwars.direct/boutique. Et Danny, tu voulais nous parler d'un événement Star Wars qui a lieu bientôt? Oui, en fait, à chaque film... Sébastien Minot, qui est un de nos collaborateurs, organise depuis plusieurs années, lors des sorties des grands films Star Wars, un événement de party visionnement, et cette année, il le fait encore pour The Rise of Skywalker. Ceux qui sont intéressés, ça va être le jeudi 19 décembre 2019 que ça commence. En fait, ça se passe comme à toutes les années qu'on le fait au Cinéma Gouzeau, marché central à Montréal. La soirée est en 2 parties. Ça commence de 19h à 23h30. C'est un gros party. Il y a un buffet, des enchères, des prix présence, etc. Et puis à 23h30, on se dirige vers le cinéma. Et puis on récupère un popcorn et une liqueur qui sont inclus dans le prix. Et puis, on va voir le film avec tous des malades de Star Wars. C'est super pas rien, intéressant. Là, le popcorn puis liqueur, à cette heure, ça vaut 15$ facile. Là. Tu vas être surpris. C'est 60$ pour l'entièreté. Donc, tu as le droit à la bouffe. C'est un buffet chaud, là. C'est quand même incroyable. Tu as un souvenir officiel. Tu as un programme, puis habituellement, tu as un petit quelque chose avec ça. Tu vois The Rise of Skywalker en version originale anglaise en IMAX à minuit. Tu as des prix de présence. Ton popcorn et ta liqueur de 1,5 litre inclus. 1,5 litre, ouais, c'est vrai. Ouais, dosez votre boisson, je vous avertis d'avance par expérience. Considérant que le film va être très long. Ouais, c'est ça. Et puis tu as la participation aux enchères des items spéciaux reliés à Star Wars en général. C'est super intéressant. Puis encore une fois, cette année, c'est les profits qui sont ramassés avec cet événement-là sont offerts à la forteresse impériale, qui est la 501e au Québec, et qui est donnée à la Fondation Sainte-Justine pour aider les enfants malades et leurs proches. Donc, c'est une bonne cause quand même. Donc, tout ça pour 60$, c'est un prix non négociable, peu importe où est-ce que vous êtes dans la salle. Et il y a une clause grand-père pour cet événement-là. Donc, Sébastien a contacté ceux qui ont déjà participé dans le passé. Okay. Et puis, à partir de ce week-end, ça va être ouvert à tous. Donc, ceux qui sont intéressés, il y a beaucoup de gens de Star Wars en direct qui vont être là. Jeff et Kim, probablement, de façon générale, ils ont tout le temps été. Probablement Sylvain Morancy de Star Wars Geek Québec. Il va y avoir beaucoup de monde de la 501e aussi. C'est un gros party de malades de Star Wars. C'est assez intéressant. Et puis, c'est pas mal ça. Et vous avez un siège à signer. Donc, la file, c'est pas premier arrivé, premier servi. Vous n'avez pas besoin de faire courir comme des malades. Quand Sébastien va vous vendre votre billet, vous allez avoir un siège. Donc, vous n'avez pas besoin de courir. Fait que ça, en général, c'est plus intéressant. Fait que vous pouvez prendre le temps de manger, discuter avec d'autres fans jusqu'à temps que ce soit là de se déplacer. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas si cher que ça, en fait. Fait que c'est quand même intéressant.
Fait qu'un événement à pas manquer, je pense, pour tous les fans québécois là, qui peuvent se permettre d'aller virer à Montréal pour cet événement-là. Et, si vous êtes intéressé, cherchez la page Facebook Cinéphile Montréal. C'est là surtout qu'ils communiquent avec tout le monde. Donc, laissez un petit message sur cette page-là si vous êtes intéressé. Et puis Sébastien va communiquer avec vous. Super. Et en lien avec ça, on va en profiter pour remercier nos partenaires, Mint Box, Star Wars Holonet, SiteClan.net, Planète Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction, ainsi que le Space Trash Show. Et sur ce, Danny, on va passer en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Et avant d'attaquer Resistance Reborn, peut-être faire un très léger point actualité. Donc, côté littérature, par contre, c'est relativement tranquille. On s'entend que l'audio visuel prend toute la place ces jours-ci. Mais il y a quand même le roman Force Collector de Kevin Shinick qui vient de sortir. Donc, il y en a quand même déjà plusieurs qui se sont lancés déçus. Et moi, personnellement, j'attends la sortie française parce qu'il faut mentionner que événement relativement exceptionnel, la sortie française est seulement 3 semaines après. Donc, je crois que c'est le 5 décembre que Pocket publie la version française de Force Collector. Donc, à ce moment-là, vous avez le choix, soit en VO ou en VF, si vous êtes assez patient pour patienter 3 semaines. L'histoire, dans le fond, se déroule, si j'ai bien compris, avant l'épisode 7. Donc, même si c'est dans la lignée là, des voyages vers l'épisode 9, c'est ça, l'histoire se passe en partie ou complètement sur Jakku avant l'épisode 7. Donc, ça s'annonce quand même intéressant. Là, l'histoire d'un jeune qui collectionne, justement, qui parcourt la galaxie pour ramasser des artefacts Jedi. Donc, bien hâte de lire ça de mon côté. C'est un livre jeunesse, right? Ouais, c'est un livre jeunesse, mais comment dire, pas aussi jeunesse que Spark of the Resistance qui est sorti là, début octobre. Ou est-ce que là, on frôle un peu plus le junior. Là, on est dans le jeunesse un peu plus à la, mettons, Lost Stars ou Gardien des Wheels, etc. Ouais, Princess of Alderaan. Okay. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Donc, tu sais, ils disent Young Adult aux États-Unis. Mm-hmm. Et Danny, si je te demandais de nous faire le topo, le synopsis du livre Resistance Reborn. Oui, je sais pas comment ils vont le traduire en français, Renaissance de la Résistance, ou je sais pas trop. Ouais, sûrement, ouais, Renaissance. Ou quelque chose comme ça. Bon, dans ce prequel à Star Wars, l'ascension de Skywalker, les héros de la Résistance, Poe Dameron, la générale Leia Organa, Rey et Finn, doivent riposter alors qu'ils sont au bord du gouffre. La Résistance est en ruine. À la suite de leur fuite déchirante de Crate, ce qui jadis était une armée se retrouve réduit à une poignée de héros blessés. Finn, Poe, Rey, Rose, Chewbacca, Leia Organa, leurs noms sont célèbres parmi les mondes opprimés pour lesquels ils ont lutté. Mais les noms ne vous font pas avancer et le dernier appel à l'aide désespérée de Leia n'a pas eu de réponse. Depuis les jungles de Rylot jusqu'au chantier naval de Corellia, l'ombre du Premier Ordre s'agrandit et ceux qui ont le courage d'affronter l'obscurité sont éparpillés et isolés. S'ils veulent espérer survivre, la Résistance doit voyager à travers la galaxie à la recherche d'autres dirigeants, y compris ceux qui, dans des jours anciens, ont aidé une rébellion naissante à renverser un empire. Des batailles auront lieu, des alliances seront forgées et la Résistance renaîtra. Et voilà. Donc, avant de tomber dans nos critiques, peut-être toucher quelques mots plus techniques. Donc, déjà, on a droit à, on l'a pas mentionné jusqu'à maintenant, c'est un livre de Rebecca Rowan Horse. Donc, j'imagine que je le prononce très mal, là, mais on pourrait... Rowan Horse? Ouais, c'est ça, on pourrait traduire ça par le cheval Rohan, quelque chose comme ça. Mais bref, la dame, c'est une avocate de 48 ans qui s'est mise à l'écriture quand même assez récemment, là, et toujours dans du sci-fi, donc elle s'est mise à commencer par des nouvelles en 2017.
Fait que c'est vraiment une néophyte. C'est son premier roman Star Wars et c'est son 3e roman tout court. Donc, dans ce sens-là, on aurait pu s'attendre à un désastre ou en tout cas à quelque chose de moyennement soigné. Donc, on va voir un peu plus tard en émission là, qu'est-ce qu'il y en est. Côté de temporalité, le livre se passe en plus 34. Bon, là, ça nous dit plus grand-chose, là, plus 34 après la bataille de Yavin, parce que ces temps-ci, tout se passe dans cette année-là. Donc, mais pour être plus précis, on est après Crate, la bataille de Crate, et on est après Black Spire qui se passait là dans le fond à la fois un petit peu avant Crate et surtout juste après Crate dans les jours suivants. Cette fois-ci, on est quelques minutes après les BD Poe Dameron. Pour ceux qui ont lu les comics là, du côté de Poe Dameron, ça dépassait l'épisode 8. Donc là, on est après la fin de ces comics-là. Mais on est avant le roman dont je parlais tantôt, Sparks of the Resistance, et avant les BD, ça s'appelle Allégeance, donc qui sont déjà sortis les 4 numéros. Donc qui raconte une histoire pas similaire, mais en tout cas relativement en lien avec ce livre-là, et qui fait aussi partie du label là, Voyage vers Star Wars, l'ascension de Skywalker. Et c'est un roman de 320 pages, donc relativement court quand même là, pour un format adulte. Je pense que des fois on atteint le 600 pages là, pour certains autres bouquins. Là, ouais. Donc, et j'ai mentionné le label là, Road to Episode 9, donc c'est avec cette fois-ci c'est avec Force Collector, avec le livre jeunesse Sparks of the Resistance, les comics Allégeance. Donc on est quand même plus léger cette fois, c'est plus mollo comme concept marketing qu'avec l'épisode 7 et l'épisode 8. Je dirais vraiment c'est vraiment Resistance Reborn qui... Ouais, le gros morceau. Le gros morceau qui est vraiment un vrai lien, là, un livre qu'on aurait espéré avoir vraiment pour l'épisode 7 en fait. Ouais, clairement. Ouais, parce que pour l'épisode 7, il y avait beaucoup de stock, il y avait beaucoup de livres. Puis les BD, c'était quand même bien aussi, mais c'était pas vraiment tant complémentaire du film, tu sais, ou préparatoire au film. Donc, fait que c'est ça. C'est un roman aussi, je voulais mentionner, c'est un roman qui a engendré beaucoup de discussions très enthousiastes. Là. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Que ce soit sur notre Discord, sur le groupe Star Wars Littérature Québec. Et puis, je vais en profiter pour plugger d'ailleurs, là, ceux qui ne seraient pas encore sur l'excellent groupe Facebook Star Wars Littérature Québec, venez vous joindre à nous. Je précise que ça s'appelle Littérature Québec, mais qu'on accepte aussi les étrangers. On est bien accueillants. Donc, bienvenue aussi à nos auditeurs européens. Bref, tout ça pour dire que c'est un roman qui engendre beaucoup de réactions, que je crois généralement positives. Donc, ça fait quand même quelques années que j'avais pas vu ça, là, autant de réactions puis autant de positifs, justement. Donc, écoute, si on y allait de ton côté, Danny, tout d'abord, sous quel format t'as pris Resistance Reborn, puis comment t'as trouvé ça? Comme d'habitude, je n'achète plus de romans depuis l'achat de Disney. Depuis le reboot de l'univers étendu, maintenant que c'est rendu canon, j'ai rien acheté papier. Seulement les beaux livres et les livres de référence que j'achète papier, mais tout ce qui est roman, j'achète tout audiobook en version anglaise. Donc, de ce côté-là, mes bibliothèques, elles respirent un peu plus. Qu'est-ce que j'ai pensé du livre? J'avais remarqué comme toi que Rebecca Roanhorse, c'est une nouvelle auteure. Puis elle m'a vraiment surpris. J'ai jamais lu un de ses autres livres, là, mais elle m'a vraiment surpris. Puis elle a réussi à faire nous donner une leçon de storytelling. Peut-être que certains autres auteurs aussi devraient regarder qu'est-ce qu'elle a écrit, parce que non seulement elle a réussi à écrire une histoire qui est intéressante, qui est vraiment liée avec l'épisode 8 et l'épisode 9. Tu sais, c'est pas juste une référence, là. Mais elle fait ça en développant autant des personnages principaux que des personnages secondaires, que des personnages de l'univers étendu. Puis elle fait beaucoup de références au canon Star Wars, incluant des jeux vidéo. Et puis, qu'est-ce que j'ai remarqué surtout, et je m'attendais qu'il y en ait quand même beaucoup, c'est qu'il n'y a pas d'action. Il n'y a pas de grosses batailles spatiales. Oui, tu as de l'action, des batailles, des gunfights, là, des batailles de blasters, puis
quelques poursuites en vaisseau, mais rien de ultra majeur, de grande bataille spatiale qui est standard dans la plupart des médias de Star Wars, même dans certains romans. C'est vraiment du storytelling juste par du développement de personnages. Mhm. Puis ça, j'ai adoré ça. Et oui, il faut lui donner que peut-être qu'elle a eu beaucoup de permission du Story Group d'utiliser les personnages de la postlogie. Il n'y a pas grands auteurs qui ont eu l'occasion d'utiliser autant de personnages de la postlogie d'un seul coup. C'était sporadique. Léa ou Poe Dameron, séparés. Mais de vraiment prendre tout le Big Tree de la postlogie, plus Léa, puis etc. Et de vraiment développer ces personnages-là ont vraiment probablement donné des ailes au roman, et puis c'est pour ça que les gens en parlent là, aussi. Là. Parce qu'on enfin, on peut suivre nos héros préférés. T'sais. Ouais, puis il y a le côté surprise, comme tu viens de dire. Ben, c'est ça. Puis c'est le reflet que je fais un peu avec l'univers légende, c'est que dans le temps, même quand avant la prélogie et pendant la prélogie, qu'est-ce qui était le fun des livres légendes, c'est que dans tous les livres, ou presque, on voyait l'évolution des personnages principaux, des héros de la saga Star Wars. Puis depuis le rachat de Disney, depuis la mise de côté de légende, c'était plus le cas. Puis ça, c'était très, très, très dommage. Et vraiment, pour moi, c'était la nostalgie. Vraiment, hey, un livre comme dans Légende, un livre qu'on peut vraiment continuer à suivre les héros outre qu'est-ce qu'on voit au cinéma. Puis c'est ça qui manque présentement dans le canon. Je pense vraiment avoir des romans de ce type-là. Je ferai pas actuellement beaucoup de références à toutes les Easter eggs qui est dans le roman. On va en parler un peu plus tard, du moins ceux qu'on se souvient. Mais il y en a beaucoup. Puis qu'est-ce que j'ai particulièrement aimé de ce roman-là, c'est comment que Ron Horse a travaillé la culpabilité de Poe Dameron après The Last Jedi. Tu le sens qu'il regrette beaucoup de ses décisions. Puis ensuite, on voit sa rédemption. Donc c'est un bel exemple de comment une tête brûlée ou un hotshot, là, entre guillemets, peut devenir un vrai leader avec un peu de maturité. T'sais, Léa l'avait dému ou dépromu, je sais pas comment, dans The Last Jedi. Et puis ben là, on voit que ça l'a affecté, puis on le voit reprendre un peu du galon de ce côté-là. Personnellement, je veux absolument qu'il y ait d'autres romans comme ça. Je peux pas penser qu'ils veulent passer à côté de ce type de roman-là. Puis maintenant que la saga Skywalker va finir, dans un mois, là, la saga Skywalker va finir, on va avoir 30 ans que les auteurs vont pouvoir enfin avoir le champ libre pour redocumenter toutes ces années-là du retour du Jedi jusqu'au réveil de la Force, et même entre les films encore plus, un peu comme l'époque Légende faisait. Donc j'ai vraiment hâte à ça. Puis ce roman-là, je le compare un peu à Catalyst, comme il était un prequel pour Rogue One. Si vous aviez lu Catalyst, Rogue One était franchement meilleur en voyant le film, mais ça va être la même chose. Tu penses? Oui, si vous écoutez ça, vous allez avoir juste un petit clin d'œil qui va vous faire comprendre plein de choses. Faites juste penser à la bande-annonce. Il y a certains éléments que... OK, le retour de la résistance, OK, ça peut être à partir de ça. Puis tu vois un vaisseau, tu dis, ah, OK, ouais, ce vaisseau-là, ah, OK, je comprends aussi qu'ils l'ont trouvé. Des trucs comme ça, puis c'est juste des petites affaires. C'est pas grand-chose, mais c'est juste des petits détails qui sont juste juteux, puis c'est juste le fun. Puis bon, oui, pour Dameron puis Léa, il y a un peu plus de développement sur ces deux personnages-là, mais personnellement, je pense que c'est un must pour les fans de lire ce livre-là avant l'ascension de Skywalker, juste parce que ça va vous donner un peu plus de viande autour de qu'est-ce qu'ils vont vous montrer. Vous allez avoir un contexte un petit peu différent que ceux qui vont juste voir le film.
peut-être que vous allez apprécier plus, parce que dans un film, tout se déroule rapidement. Hein. Mm-hmm. Vous allez peut-être comprendre pourquoi ce vaisseau-là, il est là, comment ils l'ont eu. On va avoir l'explication dans le livre. C'est ça qui est le fun de l'univers étendu de façon générale, puis c'est ça qui était populaire dans le temps de légende, qui n'est plus vraiment maintenant, qui est moins concret maintenant. Maintenant, c'est plus du glaçage ou une cerise que vraiment du gâteau. C'est vrai, comme tu dis, depuis Catalyst, parce que c'est ça que je suis en train de penser au livre en prologue de l'épisode 7, c'était pas terrible, il y a eu du très bon, là, il y a eu Lost Star, etc. Mais ça, en rien, ça augmentait l'expérience de l'épisode 7. C'était Aftermath, je pense qu'il voulait qui était le livre fort pour ça liait. Je pense qu'il y avait peut-être un lien qui était Snap, qui était Timmins Wexley, c'est ça, qui était le jeune qui était pilote plus tard, mais bon, à part ça. Ben c'est ça, tu sais, c'était trop éloigné au niveau temporalité. Il y avait les comics et les ruines de l'Empire aussi, mais c'est ça, c'était à part apprendre que Poe était le fils de deux combattants rebelles, je veux dire, t'apprenais vraiment pas grand-chose de ce côté-là, contrairement à Catalyst, comme tu dis, qui était vraiment directement relié au film. Je me demande, il y aurait peut-être Most Wanted, par contre, avec Solo. En effet. Qui était quand même très très bon de ce côté-là, mais tu sais, même avec l'épisode 8, Phasma, honnêtement, à part nous faire croire que Phasma allait avoir un grand rôle dans le film, ce qui n'a pas été le cas, c'était pas un mauvais livre, là, mais je veux dire, c'est ça. Ça venait pas rehausser votre expérience au cinéma là, à la première de l'épisode 8. Fait que j'ai hâte de voir si celui-là, comme tu dis, va avoir le même effet que Catalyseur, qui avait vraiment... qui venait tellement rehausser les différents personnages, là. Puis, tu sais, je les nommerai pas parce que c'est quasiment tous les personnages. Fait que c'est... Même le livre de Jyn Erso quand il était jeune, là, Resistance, pas Resistance, Rebel Rising. Ouais, c'était excellent, mais je pense que c'était venu après, par exemple. Ouais, c'est vrai. Après le film. Mais ouais, ça t'as raison, là, ça nous fait beaucoup plus apprécier le personnage de Jyn, là, parce qu'on se cachera pas dans Catalyst, c'est un bébé, là, ou une petite fille, là, fait que... Mais écoute, avant de te laisser finir avec ta critique puis ta note, je me demandais juste si t'avais lu de ton côté les BD pour Dameron. Pas du tout. Du tout, c'est ça. J'avais compris que il y avait l'air d'avoir des personnages importants autour de Poe Dameron, des pilotes. Et puis je me suis dit ça doit venir de la BD parce qu'ils mettent beaucoup d'emphase dessus. Donc pour moi, je me suis dit ça doit juste venir de la BD. Ça l'a pas vraiment affecté comment j'ai compris l'histoire du tout. C'est juste que j'avais pas de background sur eux. Mais ça m'affectait pas. Je connaissais pas autant leur personnalité que peut-être toi qui avais lu les BD, mais pour moi, ça m'a pas affecté du tout. Là. Ouais, on va en reparler un peu plus tard de ces personnages-là. Donc, de ton côté, t'as quand même visiblement apprécié. Tu y mettrais quelle note? Je t'avais envoyé ma note. Je pense que j'ai mis 18 sur 20. Je pense que c'est ça. J'ai vraiment apprécié. Je l'ai pas accoté à ma meilleure note ever qui était du canon, qui était le Lost Star encore. Mais pour moi, 18, je pense que c'est une bonne réflexion pour moi de comment il est bon ce roman-là. Du moins, il est intéressant de mon point de vue. Moi, j'aime un peu les trucs politiques, j'aime un peu le développement de personnages, donc c'est parfait pour moi. Je suis pas le style qui va, comme les Français diraient, surkiffer les batailles spatiales. J'adore ça, mais qu'il n'y ait pas juste ça. Fait que j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des aventures puis des sidelines, des petites missions ici et là pour essayer de reconstruire la résistance. Excellent. Fait que quand même dans le top, dans le haut du peloton. Et puis tu vois, avant de passer à ma critique, je suis en train de regarder dans le chat, là, je pense que le monde sont en général pas mal d'accord avec toi. On mentionnait qu'il y a tout le côté canon. Tu vois, Alex Berg disait que c'est le canon au complet en un seul livre. Nico Krent, tu vois, il y a tout. Donc, c'est ça, le monde a apprécié. Puis, je pense que justement, dans le chat, on a affaire aussi à quand même des pas pires spécialistes du canon.
Mais il y en a qui sont plus experts que moi là-dedans. Ouais. Là. Je le sais parce effectivement, que puis souvent, ils ont toutes de les la BD mémoire, et tout. Là. Fait que, tu vois, moi, de mon côté, effectivement, je vais clairer ça tout de suite. Je m'étais noté l'éléphant dans la pièce, là, la connectivité avec le reste du canon. C'est vraiment du bonbon là, pour les fans du canon Star Wars. Tu vois, il y a le jeu Battlefront 2 qui est relié, les comics Poe Dameron, la trilogie Aftermath dont on a parlé tantôt, là, Riposte en français. Évidemment, il y a Lien du sang aussi, Bloodline. On a parlé aussi pas mal de Étoile perdue, Lost Star. Je sais pas si... Est-ce que tu te souviens de la connexion avec Lost Star, Danny? Je pense pas. Ça doit être un pilote, mais sinon, non. Je pense En effet, c'est un pilote. On en reparlera plus tard. Sinon, il y a aussi avec Jedi Fallen Order. Ça m'a surpris là, que quand même que le livre sorte avant même le jeu et qu'on se retrouve avec des liens avec le jeu. Oui, ça, j'ai bien aimé ce lien-là que j'ai absolument compris. Parce que j'avais lu le livre et après, j'ai regardé la petite vidéo que Sylvain a fait pour montrer le début du jeu. Et quand j'ai vu telle affaire, je me suis dit, c'est exactement ça qu'il y a dans le livre. Puis tu vois, là, tout ce que je viens de nommer, c'est un peu plus évident. Sinon, dans le plus subtil, moi, je me suis fait la remarque sur les Seigneurs des Sith aussi. Donc, Lord of the Sith en anglais, là, que j'avais beaucoup apprécié comme roman et qui se passait sur Rylot. Donc, il y a quelques références à ça, là. Donc, clairement, comme tu disais, Rebecca Ronhorst, écoute, elle connaît son Star Wars. c'est clair que ou elle a eu beaucoup d'aide du Story Group, peut-être, mais écoute... ouais, c'est toujours possible. Pour écrire autant de références connectées, interconnectées comme ça, puis faire quelque chose de cohérent, ça prend plus que juste le Story Group qui dit « Ah, mets cette référence-là, mets cette référence-là. » Vraiment, elle a choisi des lieux, des planètes, des références, puis ça faisait du sens. Ah non, moi, en tout cas, de ce côté-là, vraiment, je lève mon chapeau. On a plusieurs questions répondues aussi. Moi, c'est ce que je m'attends quand même d'un livre, surtout qui se passe entre deux, donc ça répond aux différents questionnements qu'on a. On parlait tantôt, par exemple, les alliés qui répondent pas sur Crate. Donc, on se demande pourquoi, là, tout à coup, le monde abandonne Leia. Genre de questions qui est répondu par le livre. J'ai bien aimé, moi aussi, comme tu disais, le développement de Poe qui se remet beaucoup en question. On voit qu'il traîne ses démons, comme tout soldat dans le monde réel. Encore plus quelqu'un qui a des responsabilités, là, des commandements, puis qui est responsable à quelque part, directement ou indirectement, de la mort de ses propres soldats. Donc on voit là, que l'auteur a voulu développer ça beaucoup. Mais bon, comme tu l'as mentionné, là, qui petit à petit, son leadership devient de plus en plus évident au fil du roman. Je m'étais noté aussi des nouveaux personnages intéressants quand même. Une ex-impériale quand même assez surprenante, moi honnêtement. Tu sais, parce que t'as le portrait type de l'ex-impériale là, un peu plus typique qu'on a déjà eu dans d'autres œuvres. Là, cette fois-ci, il faut avouer que ça m'a surpris. On a aussi des assistants, les deux assistants coréliens là, sur Corellia du gars des archives, là, là, du premier homme. Ouais. Tu sais, honnêtement, au départ, tu t'attends pas à ce que ça va développer. C'est quoi le rapport avec ces personnes-là? Mais finalement, ouais, j'ai quand même bien apprécié, puis des deux styles complètement différents. Là, mais ensuite, tu vois, tu parlais du fait que moi, je lis les comics beaucoup. J'ai beaucoup aimé le rôle de Sura Linda. L'ex-journaliste là, qui fait partie de l'Escadron Black depuis les comics. Donc, c'est ça un personnage que de ton côté, ça devait absolument rien dire. Mais un personnage alien là, que j'aimais beaucoup dans les livres. Et j'ai trouvé que c'était super bien transformé au niveau de la situation. Mais sa personnalité un peu plus flyée reste la même. Et puis, sa manière de penser aussi, là, qui est beaucoup moins soldat que le reste de l'escadron, qui est beaucoup plus médias, propagande, idéologie, etc. Donc, est-ce que tu l'as écouté en audiobook ou pas? Oui, exactement. Moi aussi, je l'ai pris en audiobook. Est-ce que la performance de Sura Linda représentait bien la BD? La performance de l'acteur vocal, ouais? Ouais, ça, c'est ça, on s'y croirait. En tout cas, moi, je t'invite, là, si t'as le temps là, de prendre... C'est sûr que c'est une grosse série pour Dameron, mais au pire, de prendre le dernier volume, là. Vraiment, tu vas tout de suite comprendre toutes les connexions avec ce livre-là.
parce que c'est vraiment une suite directe, là. Ça se passe tout de suite, quelques minutes après. Je m'étais noté aussi le retour sur Corellia et sur Rylot, donc 2 places que j'adore. C'est ça, les deux petites références aussi au Seigneur des Sith, là. Il y avait l'histoire que même si c'est une planète plus ou moins désertique, l'équateur est plutôt tropical. Donc tout l'équateur de Rylot est en jungle. Puis il y a aussi Poe qui offre une bestiole en cadeau là, à un moment donné dans le livre, que c'est une référence à des bestioles qui attaquent l'équipe puis qui attaquent Vader là, dans l'Order of the Sith. Ah ouais, ok. Non, ça, je me pas souvenais la pas du tout. Ok. Ouais, c'est un des premiers livres canon en fait. Ça, je pense que c'était quelque chose comme le 4e livre canon. Là. C'est pour ça que c'est loin dans ma tête. Moi, j'ai commencé dès le début. Donc, c'est très très loin là. Moi, c'est un livre qui m'avait tellement surpris. Là. En tout cas, ceux qui le connaîtraient pas, je vous invite à le lire. Là. Surtout avec un nom comme ça, Lord of the Sith, je m'attendais à encore une histoire de justement de comment dire, les traditions Sith, là, tu sais, puis toutes les coutumes, puis tout ça. Finalement, on n'est pas du tout là-dedans. Là. On est dans c'est Vader et Palpatine partent à l'aventure. Oui, c'est ça, exactement. Puis Vader et Palpatine qui manquent se faire... Ben, tu sais, évidemment, tu te dis c'est impossible parce que tu connais la suite. Mais, tu sais, quand tu t'en viens à avoir peur que les rebelles de Rylot réussissent à descendre Vader puis l'Empereur, tellement que le plan est bon, tu sais, tellement que c'est incroyable tout ce qu'ils font. Et c'est le leader indépendantiste, si on peut dire, là, Sham Syndulla, qui est derrière tout ça. Puis, bref, c'est de toutes les références dans Resistance Reborn. Ben ouais, à Clone Wars. Mais il y en a beaucoup questions dans Resistance Reborn aussi de Sham Syndulla puis de son front. C'était Front de Libération de Rylot, un truc comme ça. Mais bref, c'est ça côté positif. Malgré le bonbon, que quelqu'un comme moi qui est en plus à pratiquement 100% à jour là, dans le canon, j'ai quand même un avis mitigé un peu. Honnêtement, le dernier tiers du livre, les missions là, finales, j'ai trouvé que c'était peu satisfaisant. Tu sais, il y a des œuvres comme ça où ça part lent pour finir en méga bombe, là, en gros feu d'artifice, un peu comme Rogue One par exemple. Là, j'ai trouvé que c'était l'inverse. Ça partait super fort et puis pour tomber un peu à plat. J'ai mentionné l'histoire a été diluée autant qu'ils se sont séparés en groupe. Peut-être, écoute, en tout cas j'en dirai plus un petit peu en spoilers tantôt, là, je vais pas tomber dans les détails. C'est certain, tu sais, j'ai mentionné que c'était 320 pages, je sais pas, moi j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu court, même si c'est pas, les gens dans le chat me rappelaient là, que c'est pas si éloigné de la moyenne là, pour ce qui est peut-être des volumes en anglais, fait que peut-être que je confonds avec en français où est-ce qu'on justement on dépasse très très souvent le 300 pages, mais même en temps de l'audiobook, là, il me semble que c'était pas si long. Et pour un concept comme celui-là, de rebâtir la résistance, j'ai trouvé que, je sais pas, là, c'est comme s'il me manquait une étape à la fin. C'est comme si le livre était très bien, mais il manque une fin. Et c'est ça, j'ai trouvé que vu le potentiel à cause de la méga distribution dont on parle depuis tantôt, je sais pas si j'ai trouvé que c'était pas vraiment exploité, mais comme tu dis, peut-être dilué par le nombre de gros noms puis de... Fait que ça nécessiterait à mon avis peut-être une ou deux suites là, un tome 2 puis un tome 3, d'autant qu'en termes de temporalité on a le temps en masse entre ce livre-là puis l'épisode 9. Parce que c'est vraiment la renaissance de la résistance. Donc, c'est vraiment le début. Ouais, donc, d'après le titre. Donc, ça pourrait être, oui, le premier de plusieurs qui vont... Ou ça sera peut-être pas une trilogie, mais peut-être qu'ils vont poursuivre avec d'autres auteurs. Mais c'est juste pour montrer comment que ça s'est réallumé la flamme. Je pense que c'est juste ça le but du livre, en fait. Là. Mais... tu vois, c'est ça, tu sais, en termes de suite, en tout cas, je pense que Spark of the Resistance puis les comics Allégeance, même si ça se passe après, c'est vraiment pas digne d'être appelé une suite à ça, là. Donc, c'est ça, fait que j'ai quand même bien aimé, mais c'est ça, déçu par la fin, donc, tu vois, de mon côté, je m'étais noté que je peux pas vraiment y mettre plus qu'un 80%, là. Donc, un 16/20, fait que... un bon divertissement dans les 2 premiers tiers, puis du gros bonbon, du gros fanservice.
Mais c'est ça, une fin un peu décevante, fait que c'est ça. Je pourrais pas vraiment dépasser le 16/20 de mon côté. C'est bon. Et tu vois, c'est ça, comme le monde dit dans le chat, encore une fois, là, c'est quand même un excellent volume, puis pas de mauvaise note, là, fait que je finis sur une note négative. C'est plate un peu, mais ça n'empêche pas que c'est un excellent livre, puis je suis quand même assez d'accord avec toi que n'importe quel fan de Star Wars qui veut se préparer à l'épisode 9 devrait lire ça. Donc, les gens il y a les références des personnages que les gens connaissent. C'est ça qui repousse les gens des fois à aller en littérature, c'est surtout dans le nouveau canon, c'est que c'est pas toujours les personnages connus. Tu sais, des fois tu vois une couverture de livre, ça va être cool. Tu les lis, il était où ce personnage-là, ou ça représente pas du tout qu'est-ce qu'on voit dans le livre. Donc, tandis qu'ici, qu'est-ce que tu vois sur la couverture, tu le sais que tu vas suivre ces personnages-là. Et puis c'est garanti, puis c'est ça qui est intéressant. Les gens ont une référence mentale et visuelle de ce qu'ils lisent. Ouais, puis tu sais, je pense qu'on peut s'entendre pour dire que c'est probablement pas sa dernière contribution à la littérature Star Wars, là, l'auteur. Je pense que ça va quand même être considéré comme un succès, fait que je serais quand même surpris qu'on la revoie plus jamais. Elle risque de tomber sur le best-seller list du New York Times, comme la plupart des livres Star Wars, mais pour son 3e livre de tous les temps, pour elle, ça va être incroyable. Là. Ben oui, puis tu sais, c'est quand même, comme tu dis, là, qu'elle ait eu droit, tu sais, j'ai pas lu le reste de ce qu'elle a fait, là. Mais pour que Lucasfilm lui confie le livre, tu sais, le gros morceau là, rattaché à l'épisode 9, puis lui autorise, comme tu dis tantôt, là, l'accès à tous ces personnages-là. Parce que, tu sais, oui, il y en a que c'est des personnages d'autres livres, de comics, etc. Bon, on s'entend que c'est moins dur d'avoir cette autorisation-là, mais quand on tombe dans Poe, Finn, Rey, Leia et compagnie, c'est comme tu disais tantôt, là, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un livre aussi complet que ça. C'est même Luke, dans un sens, il y a quand même quelques références à Luke aussi. Ouais, les légendes de Luke Skywalker. Non, ça c'était tellement pas bon. Non, écoute, on se lancera pas là-dessus. Sinon de dire que le manga sort bientôt, je pense, là, version manga de ça. Là. Mais bref. Je peux pas croire. Donc, on va faire notre avertissement spoilers. Donc, si y en a qui aimeraient, vu cette critique quand même assez bonne, aller le lire avant de tomber dans spoilers, on va quand même pas mal tout dévoiler, là, l'histoire du livre. Donc, vous pouvez stopper l'émission et revenir la compléter après votre lecture, voir si c'est ce que vous en avez pensé, puis si c'est raccord avec vos observations aussi. On va y aller tout d'abord avec un résumé, parce que des fois, on fait pas dans les émissions de littérature, on fait pas de résumé spoiler. Là, j'ai trouvé que si on y allait juste à coup de petits éléments là, de discussion, écoute, on allait passer au travers de tellement d'éléments de l'histoire. Que c'est ça, on va y aller tout d'abord avec un résumé spoilers. Ok, fait je te laisse aller au complet, puis après on reprend les points un peu. Ouais, exact, exact. Fait que tu vois, dès le départ du livre, on l'a mentionné un peu depuis tantôt, mais on a Poe qui doit expliquer à son équipe, donc l'escadron Black, les événements de l'épisode 8, parce que pendant l'épisode 8, l'escadron Black était sur une autre mission. Donc on a toute l'introspection qui va avec, là, parce que là il doit annoncer la mort de combien de monde, les morts dont lui est responsable, les décisions qu'il a prises, etc. Donc c'est quand même un moment touchant de ce côté-là. Ensuite, malgré que l'escadron Black leur a sauvé le cul littéralement dans les comics là, pour Dameron, ben le peuple, là, ou en tout cas la planète en question, refuse d'aider la résistance. Fait que ça part ça passe un down là, quand même pour la résistance. Leia explique entre autres là, à Rey que c'est quand même super là, d'avoir des pilotes puis des combattants comme elle, des super guerriers, mais qu'avec la perte de Akbar, de Holdo et en tout cas de tout l'état-major de la résistance, ben ça va leur prendre des leaders à un moment donné, ça va leur prendre des stratèges, des tacticiens, etc. Fait qu'elle envoie Poe elle a cherché Maz Kanata, demander à Maz Kanata de rejoindre la résistance pour de bon. Mais là aussi, il se bute à un refus catégorique de Maz de rejoindre le groupe, ce qui le déprime quand même, encore une fois. Et malgré tout, elle les aide quand même là, en fournissant des renseignements
quand même assez d'importance. Ensuite, t'as Snap Wexley, donc qu'on avait vu dans l'épisode 7 là, et qui fait partie de l'Escadron Black. Lui est envoyé avec sa femme parce qu'il s'est marié dans la série de comics pour Dameron avec une autre pilote de l'Escadron Black. Donc, sont envoyés sur la planète Akiva, donc chercher sa mère Nora Wexley et Wedge Antilles. Donc, quand Leia parlait de leaders, tu sais, qui connaissent beaucoup de monde, puis qui ont un esprit un peu plus, global. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas trop de misère à convaincre Wedge et Nora de rempiler. L'équipe, Leia et le reste de l'équipe dans le Faucon, eux, se rendent pendant ce temps-là sur Rylot. Et malgré l'accueil clairement hostile du gouvernement officiel de Rylot, elle est finalement accueillie par une organisation militaire secrète dirigée par son ancien ami sénateur Twi'lek Yendar. Donc, c'est aussi le retour en parallèle de Shriv, donc le Duros de Battlefront 2, et de Zae Versio, donc la fille de Hayden Versio là, qu'on avait découvert dans Battlefront 2. Eux aussi reviennent bredouilles, par contre, de leur mission. Leia, dans le fond, à la fin du jeu, les a envoyés chercher des alliés dans la bordure extérieure ou dans les régions inconnues, je me souviens plus trop. Donc, c'est un retour aussi pour eux. Mais tu sais, eux aussi reviennent la queue entre les deux jambes. Donc, honnêtement, au départ, tu te dis... Ça va pas bien. Ça va-tu finir par décoller, là? Parce que même dans Black Spire, là, elle a plus de succès que ça, là. Avec son recrutement. Mais bref, il y a quand même Wedge qui réussit à rassembler plusieurs anciens membres de l'escadron Phantom. Donc ça, c'est un escadron qu'on avait découvert dans la trilogie Riposte. Se joint aussi à eux là, une ancienne seigneur de guerre impériale avec un style vraiment... écoute... moi, je m'étais noté une guerrière punk. En fait, l'image, quand j'écoutais, tu me diras si toi, si ça fit avec l'image que tu t'en étais faite. Moi, je pensais à Tina Turner dans Mad Max 3. Ben, un peu le physique, musclé, là, mais je la voyais... C'est parce qu'une grosse partie de l'histoire, on la voit assez en robe, tu sais. Ouais, c'est vrai. Fait que ça brise un peu le look, mais oui, Tina Turner, c'est un bon exemple. Tu sais, quand il la découvre, là, c'est ça, c'est le genre de... Puis tu sais, Leia, tout de suite, elle se dit, ça sera pas gérable. Mais c'est ça, comme c'est une seigneur de guerre, ben, ça fait partie des candidats très intéressants pour, pour tout l'aspect stratégie, gestion et compagnie, là. Parce que, tu sais, c'est ça, un Warlord, ça gère quand même tout un secteur et compagnie. Pas mal de troupes. Ouais. Donc, c'est ça pour le côté récup, on va dire. Mais c'est ça, maintenant qu'ils ont plus de pilotes que d'appareils, ben là, c'est ça, là, ils vont avoir besoin de matériel. Fait qu'il y a 2 missions de récupération de vaisseaux qui sont organisées. Une première mission sur Braca, donc la fameuse planète où est-ce qu'on débute le jeu Fallen Order, la planète court à scrap, si on peut dire. Ouais. Donc, dans Fallen Order, elle sert à l'Empire à détruire, là, à recycler les vaisseaux de les épaves, la République. Et là, à l'époque du Premier Ordre, ben là, c'est rendu les vaisseaux de la République, la Nouvelle République, qui sont détruits sur Braca. Et c'est ça, une première équipe, celle de Shriv, qui va sur Braca pour voler des vaisseaux de la Nouvelle République. Donc, pas grand-chose à dire de ce côté-là. C'est le premier commandement pour Shriv, qui est quand même un peu plus un loup solitaire un peu là, c'est pas c'était pas... J'adore ce personnage-là. Ah ouais, moi aussi. Depuis Battlefront là, c'est comme il est drôle puis tu sais comme ouais, il prend rien au sérieux vraiment, c'est ça. Ouais. Ah non, ça il a séduit pas mal tout le monde là, fait que j'étais bien content de le revoir. Malgré tout, leur mission, ça se passe un peu moyen. Évidemment, là, le Premier Ordre est sur la place et il y a un membre de l'équipe qui se sacrifie là, puis ils réussissent à ramener une couple de chasseurs quand même, là, des X-Wing de 3 générations. Donc, c'est ça, des X-Wing qu'on voyait évidemment dans la trilogie originale, ceux qu'on voit depuis le début de la postlogie dans les films, dans le 7 et le 8. Et les X-Wing les plus récents, c'est ceux qu'on a vus dans la série Résistance. Donc là, je sais que beaucoup de monde n'ont pas du tout pris la série Résistance. Probablement que Poe va avoir ça dans l'épisode 9, peut-être, non? Je sais pas si non, je pense que c'est encore 85.
Ouais, non, je pense que c'est encore un 70 qui a... okay. On le voit un peu là, dans la bande-annonce, là, il est noir et orange, encore une fois. Là. Ouais. Mais bref, c'est ça. Ça va être intéressant, mais je serais pas surpris qu'on en voit dans le 9 là, de ce côté-là. Pour revenir à notre résumé, de l'autre côté, on a l'autre équipe qui va plutôt se diriger vers Corellia et qui va devoir se séparer quand même en deux sous-équipes. La première, c'est Wedge, Nora et l'Escadron Black. Donc, eux vont être en charge d'aller voler des vaisseaux carrément du Premier Ordre. Donc, parce que Corellia a été réquisitionné par le Premier Ordre pour fabriquer leur nouvelle flotte là, de vaisseaux. Un peu comme l'Empire dans le temps. Exactement, c'est ça. Plus ça change, plus c'est pareil. Et l'autre équipe, dans le fond, c'est que Maz leur a fourni l'information à la Résistance qu'il y a une liste de tous les prisonniers politiques du Premier Ordre qui est disponible à une vente aux enchères sur Corellia. Donc, quand on vous disait là, que tantôt, ça répond à l'histoire de pourquoi les Alliés ne répondent pas à la Résistance sur Crate, c'est ça, c'est parce que le Premier Ordre a fait la job de bras, puis un peu comme Pierre-Éliott Trudeau en 70, il a envoyé l'armée, il a ramassé tout le monde. Mm-hmm. Donc, de ce côté-là, c'est bien intéressant pour la Résistance de mettre la main sur cette liste-là, au lieu que ce soit vendu là, aux plus offrants. Donc, c'est Poe, Finn, puis Suralinda qui vont se coller à cette mission-là. Et là aussi... évidemment, le Premier Ordre va débarquer, va tout faire capoter. Mais malgré tout, ils vont réussir à récupérer la personne qui a la liste et à libérer quelques prisonniers qui étaient sur Corellia. Dont, et là, coup de théâtre sorti de nulle part, l'ancien sénateur Ransom Casterfo, donc qui est pas mort finalement. Donc, ça, c'était dans Bloodline, ça, ou c'était dans Leia, Princess of Alderaan? C'était dans Bloodline. Non, c'était dans Bloodline, et dans le fond, ça disait pas qu'il était mort, mais tu sais, il était condamné... Fait assassiné, il y avait un attentat contre lui. Ouais, mais il était condamné à mort, puis c'est ça, sur sa planète, la peine de mort était en application, là. Fait que Leia, elle considérait qu'il était mort. Donc, on s'entend que c'était pas mal... le deuxième personnage de ce roman-là. Là. C'est quand même un personnage d'importance. Et bref, pendant tout ce temps-là, Leia est restée sur Rylot avec Rey pour la protéger, parce que Rey sentait qu'il y avait un danger éventuel, là, donc elle devait rester protégée, Leia. Et comme de fait, le Premier Ordre débarque. Bon, c'est pas tant une grosse surprise, mais nécessairement la foire pogne. Et au final, la Résistance se retrouve encore une fois sans domicile fixe, donc sans abri. Mais avec quand même plus de monde à la messe et plus d'appareils. Donc c'est ça. C'est comme on disait tantôt, c'est un commencement de reconstruction pour la Résistance. Et puis tu vois, je m'étais fait une petite liste, là, parce que là, depuis tantôt, je lance des noms puis des références. Mais du côté des personnages qu'on voyait à la fin de l'épisode 8, dans le Faucon, on a Leia, on a Poe, on a Finn, on a Rey, on a Chewbacca évidemment, Rose, Nien-Nunb, on a Maz Kanata là, qui était pas dans le Faucon mais qui est dans l'histoire. On a, c'est quoi donc son nom, celle jouée par l'actrice, la fille de Carrie Fisher. Oui, Connix. Ouais, exact. Donc, c'est ça. Et du côté des autres médias, on a Shriv et Zay, qu'on a mentionné tantôt de Battlefront 2. On a tout l'escadron Black, donc Snap Wexley, on a Carré, Jessica Pava, Suralinda. Ensuite, de la trilogie Riposte, on a Wedge qui est de retour. Donc Wedge, évidemment, qui était dans tous les films aussi de la trilogie originale, avec sa femme rendue à ce moment-là de l'histoire, Nora Wexley, qui était quand même, je pense qu'on peut dire c'était elle, l'héroïne principale de la trilogie Riposte, donc la mère de Snap. On a l'ex-sénateur Ransom Casterfo et l'ex-sénateur Yendar du livre Bloodline, donc Lien du sang. Okay. Et ça donne aussi que l'ex-sénateur Yendar était aussi dans Lost Star, dans Étoile perdue. Donc c'était un pilote de X-Wing de l'escadron Corona. C'est lui que je me souvenais pas. Étoile perdue, exactement. Fait que c'est ça, Claudia Grill l'avait ramené en tant que sénateur pour Bloodline. C'est vrai, l'expert dans le chat, il dit pas de Mr. Bones, ça aurait été drôle. Ça aurait été vraiment bon. Ça, écoute, ça aurait été une bonne occasion, mais qu'est-ce que tu veux, on l'a déjà retrouvé, Mr. Bones, dans un autre corps, dans les BD de Poe Dameron.
Donc, moi, je continue de me dire que c'est peut-être un petit peu possible pour l'épisode 9, même si j'y crois pas du tout. Non. Peut-être lui qu'on voyait dans le coin, dans le trailer. Là. Ben, si c'est ça, ils l'ont nettoyé. Un peu. Ouais, c'est ça, il est plus rouge peinturé, c'est ça. Ouais, puis il me semble qu'il y avait des morceaux d'os d'animaux accrochés, là, puis en tout cas. Mais dans le fond, c'est que Snaps, il a toujours sa matrice de personnalité, fait que c'est ça, dans les BD de Podamon, il transfère cette matrice-là dans un droïde commando. Et bon, avec le dégât là, que t'imagines, là, c'est pareil comme dans les livres Riposte. Mais c'est ça, donc comme on sait qu'il peut le transférer n'importe où, n'importe quand, je continue de me croiser les doigts. Parce que c'est un personnage que j'avais adoré. Fait que de ton côté, Danny, en spoilers, quels éléments là, qui t'avaient marqué? Hey, par quoi commencer? Je dirais tout le début qui est vraiment triste, là, comme quand il faut qu'il annonce la mort de tout le monde, tu sais, qu'Akbar est mort, puis tout ça, juste la façon que les pilotes réagissent, puis tout ça, puis même un peu plus tard, quand Snap il va voir sa mère puis Wedge, puis il dit à Wedge que Luke est mort, là. Et Wedge les capote, là, comme il tombe à terre, il est plus capable de se tenir debout, là, c'était vraiment émotionnel comme moment, mais il s'est redressé, puis il dit non, à partir de ce moment-là, il dit non, faut que j'y aille, faut pas que ça finisse comme ça, puis tu le vois rapidement que il repasse en mode ok, on sort de la retraite, là. Surtout Nora. Nora, c'est comme pas de problème, il y a un témoin, pouf, on l'abat. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec le corps? Laisse-les là, le corps, on sac notre camp, puis c'est comme... Ah, tu vois la tête, Nora, tu reconnais tout de suite la Nora de la trilogie Aftermath. Exactement. C'était exactement ça, la personnalité de Nora. C'est ça. Il y a eu vraiment, je pense que c'est juste un chapitre. T'avais Shriv pis Zé tout seul qui parlait, puis parlait un peu de sa mère, puis j'ai beaucoup aimé comme la conversation entre les deux, je m'en souviens vaguement, là. Mais cette scène-là, je l'avais trouvée super intéressante, puis ça développait vraiment, juste dans ce chapitre-là, ces deux personnages-là étaient tellement développés par rapport à Battlefront, pour montrer qu'est-ce qu'ils ont fait la suite, comment ils se sont rapprochés, etc. Je me souviens plus des détails, mais j'avais trouvé, tu sais, il parlait de Space Baby, ben, il l'appelait Space Baby tout le temps. Ouais, c'était excellent, ouais, comme Luxburg dit. Puis ben ça fitait aussi tellement avec la personnalité de Shriv dans le jeu. Là. Non, exactement. Mais dans le fond, c'est qu'elle le considère vraiment comme son oncle. Ben, c'est ça. Elle a grandi avec lui toujours dans le décor, là. Fait que ouais, sont extrêmement proches. Fait que lui, il va faire n'importe quoi pour elle, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, elle reste jeune quand même. Je sais pas exactement quel âge qu'elle a à ce moment-là. Je pense qu'ils ont dit qu'elle a 18 ans. C'est l'une des plus jeunes de la résistance. Hein. Fait que c'est ça, elle a le réflexe de toujours penser qu'il y a à mettre de côté pour la protéger. Ça, c'est assez typique dans toutes les histoires, mais dans le fond, c'est aussi là comment dire, qui dispatche en fonction des talents de chacun. La référence que je t'avais parlé au début dans la partie non-spoiler, c'était vraiment Braca avec l'espèce de grosse bestiole dont je me souviens plus le nom, mais la bestiole qui est comme qui mange le métal, qui mange la ferraille, c'est une espèce de gros sarlac un peu. Ouais, un sarlac qui s'appelle autrement, mais ouais. C'est ça, mais sur Braca, quand j'ai vu, tu sais, j'avais entendu la description par le narrateur, etc. Puis j'avais une image dans ma tête. Puis quand j'ai vu ça dans Fallen Order, dans le début du jeu, j'ai dit c'est exactement pareil, donc c'est la même bestiole. J'avais pas catché au départ que c'était la même planète. Parce que dans ma tête, je me suis dit, peut-être que tous les chantiers, les scrapyards comme ça, ont cette bestiole-là pour recycler ou pour éliminer du métal. Fait que c'est peut-être juste deux bestioles de la même race à différents endroits. Je pensais que c'était Corellia peut-être au début. Tu sais, qu'il y aurait été un autre endroit aussi où est-ce qu'ils scrapaient les vaisseaux ou les pièces qu'ils utilisaient plus. Ou qu'ils recyclaient des pièces pour d'autres vaisseaux, pour refaire des vaisseaux. Mais c'est quand tu m'as montré le synopsis que puis quand j'ai feuilleté rapidement le Art of Jedi Fallen Order, que j'ai vu que c'était la planète Braca, puis là j'ai fait le lien directement là. Vraiment là. Pour qu'est-ce qui est des personnages principaux, j'ai bien aimé, il y a une petite scène, c'est juste Poe et Finn qui parlent ensemble. Puis dans cette petite scène là qui est vraiment courte,
il règle la question de est-ce que Rose est avec Finn ou est-ce que Finn est avec Rey? C'est quoi les relations? Ils ont clairé ça, ils sont juste amis les deux façons. Il y a pas de relation du tout. C'est à part être amis, right? Il dit avec Rose, non, ça a pas marché. C'était une situation sur Crate, whatever. Puis avec Rey, non, c'est juste de l'amitié, tu sais. On est des bons amis, tu sais. Il y a plus de, comme ils disent en anglais, de shipping, là. Ils ont plus associé, ils ont pas fait de couple, là. Avec les deux, là. Ils ont pas réglé la question, est-ce que Finn et Poe, c'est un item? Ouais, ben dans le fond, il y a David aussi là, qui avait noté ça, on va en parler un peu plus tard dans ses commentaires. Mm-hmm. Mais ouais, comme tu dis, ça, on aurait dit qu'elle voulait, comme tu dis, régler la question là, comme en 2 lignes, là, tu sais, en une petite discussion, mais ça fait un job. Là. Ben, peut-être qu'ils voulaient pas expliquer ça dans le film. Ceux qui vont voir le film, ils vont dire qu'est-ce qui se passe avec ça. Mm-hmm. Puis bon, pas de réponse, mais ici on a la réponse. T'sais. Mais je continue de me dire, malgré tout là, ce qui circule, je continue à me dire que ceux qui théorisent sur Poe et Finn, là, c'est parce qu'ils vont être déçus. Hein. Ouais, puis ils vont chercher loin. Là. C'est parce qu'à un moment donné, là, rendu là, c'est parce qu'on pourrait en faire des théories. Là. Mm-hmm. Mais bref, je te laisse aller avec le reste. Ouais, puis l'autre partie que j'ai quand même trouvé ça intéressant, mais c'était plus un film de James Bond dans un casino qu'autre chose, là. C'est quand c'était trouver la liste. Donc, t'avais Poe Dameron en tuxedo, ou type tuxedo avec Sir Linda en robe moulante, puis elle avait l'air super... c'était très important de la façon qu'elle s'habillait, puis elle était rendue une designer, là. Elle dit, toi tu t'habilles de même, toi tu t'habilles comme ça, les bottes sont de côté, parce que je voulais pas choisir sans savoir votre grandeur de pied, etc. Puis après, un peu la séduction de Poe avec celle qui invitait les gens à l'enchère, donc là, je me souviens plus le nom de l'hôtesse, qui finalement avait la liste autour du cou là, dans son serpent. C'était un collier vivant, on va dire. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme en position séduction, puis après ça, typique d'un film d'action, on saute d'en haut du building dans la piscine. C'est comme, c'était un peu trop cliché dans ce moment-là, puis c'est là que je vois que peut-être ta note était ok, c'était pas très original ce côté-là. Moi, mais vois, je m'imaginais un peu à la Kento Bite, tu sais, comme... Ouais, ben il y avait ce côté-là, tu sais, tout chic, là, puis ouais, comme tu dis. Moi, ça me faisait penser encore plus que James Bond, ça me faisait penser à True Lies avec Schwarzenegger. Ouais, t'as tout à fait raison. Ouais, non, oui, vrai mensonge, en français. Oui, parce qu'en fait, eux étaient vraiment des soldats un peu, des agents secrets, ouais. Mm-hmm. Fait que c'est pas mal ça que, rapidement, j'essaie de revoir un peu la partie spoiler que tu as mentionné. Sur Ryla, c'était correct. J'avais l'impression qu'il allait installer un nouveau quartier général permanent, puis peut-être que c'était ça qu'on voyait dans la bande-annonce, l'épisode 3. Mm-hmm. Quand on voit la corvette corélienne, j'avais l'impression... Ouais, c'est peut-être Ryla qui sont. Peut-être. Dans ma tête, quand j'ai été sur cette scène-là, puis finalement, c'est pas ça. Mais on voit aussi qu'il récupère cette grosse corvette-là, quand même. Mm-hmm. Ouais. Celle qu'on voit dans la bande-annonce. Ouais, ben c'est ça. Reste à voir si ça va être la seule aussi, parce que quand on avait la scène avec, je sais pas, 1000 vaisseaux en arrière, là, disons qu'il y avait de l'air d'en avoir beaucoup, puis un méchant paquet de mais je pense qu'on la voit mieux dans le premier teaser. Tu vois quelques vaisseaux sortir en hyperespace, puis on voit juste les silhouettes, là. Ouais, celle-là qu'on avait l'impression que c'était comme pas fini. Elle est là, la corvette, je pense. Ouais, je pense que c'est là. À confirmer. Exact. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et puis, mais tu vois, c'est ça, pour revenir, tu parlais de l'autre, de la scène casino, un peu la Canto Bite. Puis tu vois, il y a du monde qui le soulignait aussi dans le chat. Mais ça restait drôle, le côté, comme tu dis, la dualité entre Poe et Suralinda, qui, bon, c'est ça, Suralinda, comme je disais tantôt, c'est une journaliste, donc elle, ce
ce qu'elle veut, c'est montrer à Galaxy c'est quoi le premier ordre, tout ça. Fait que toute l'image, tout ça est habitué. Puis t'as Poe, à l'inverse, là, que clairement, en dehors des uniformes militaires, là, il a pas l'air habitué à porter autre chose que ça, là. Parce que juste s'habiller, ça a de l'air donc compliqué, là. Mais il se trouvait beau après, là. Ouais, exactement, là. Mais t'imagines l'acteur en plus, parce que, tu sais, on a déjà vu cet acteur-là en tuxedo, avec tous les événements, tout ça, mais ouais, c'est ça. Moi, je m'imaginais très bien cette scène-là en version film. Puis quand il dit, il faudrait que tu te rases le crâne ou quelque chose, puis Poe, il dit, non, touche pas à mes cheveux, là, ouais, sa crinière, c'est important. Puis, tu vois, moi, je m'étais noté, je sais pas si t'as eu cette réflexion-là, puis si les gens l'ont eu dans le chat aussi, mais où sont les droïdes? Honnêtement, ça fait un bout que j'avais pas lu un livre de Star Wars avec un rôle aussi effacé des droïdes. J'essaie de voir. Il y en a un qui a parlé à Léa. Ah, C3PO était là. Ouais, C3PO est prêt. Ben, tu sais, sont tous présents, mais leur rôle est vraiment effacé. Le plus présent, comme tu dis, c'est C3PO, mais même encore, c'est minimal, là. Tu sais, BB-8, pratiquement pas. On l'entend siffler dans l'audiobook, puis c'est à peu près ça, là. Ouais, juste un petit peu au début, là, c'est ça, quand Poe va rejoindre Maz Kanata. Sinon, R2D2, honnêtement, j'ai même pas souvenir. Donc, tu sais, je pense qu'à un moment donné, c'est Rey là, qui disait qu'il était là, dans le Faucon, mais pas plus que ça. Donc, c'est ça m'a surpris, vraiment. Puis, tu sais, des fois, c'est des nouveaux personnages aussi, les droïdes, là. Même que souvent c'est très réussi, mais cette fois-ci, pas vraiment de droïde. Là, c'est comme que ce soit sur Corellia, sur Rylot, sur peu importe où. Mais ça me fait penser. Ça m'a surpris un petit peu. L'espèce de groupe qui vole l'argent, ils prennent la moitié de l'argent à Poe de façon électronique. Là, c'est pas un consortium de droïdes, ça? Non, c'est d'ingénieurs. Ah, ingénieur. Ah ouais, ok, attends un petit peu, là. Tu parles dans Most Wanted. Ben, tu sais, il y a un consortium de droïdes, puis j'avais l'impression que c'était eux qui étaient encore là. Non, c'est ça. Non? Celui qu'on voit à tout bout de champ dans plusieurs livres, là, dont Most Wanted, c'est le droïde Gotra. Gotra, ok, c'est ça. Tandis que là, c'était le collectif, ouais, c'est ça. Tandis que là, c'était, c'est ça, ingénieur, là, ingénieur collectif ou un truc comme ça. Fait que, pis tu sais, ça avait l'air d'être local, me semble, là, quand il le décrivait au début, là, ça avait l'air d'être sur Corellia comme tel et non pas intergalactique, on va dire. Mais c'est ça, moi j'avais pas des tonnes de points, faut dire qu'avec le résumé, on a fait le tour un peu, mais c'est ça, je reste sur mon avis un peu mitigé côté... là, à ce temps qu'on a tout dit, il y avait une anticipation qui grossit au fil de la lecture quand, tel personnage est de retour, puis ils partent ensemble, puis là, ils donnent un commandement à Shriv, puis t'as Wedge puis Nora qui repartent en mission comme dans Riposte. Puis finalement, je sais pas, j'ai trouvé que... Mais c'est ça, c'est peut-être des dénouements un petit peu trop rapides, parce que, tu sais, même quand on dit il y a plusieurs personnages, ben oui, ok, fine, mais il y a d'autres livres là, qu'on suit beaucoup de personnages. Justement, la trilogie Riposte en était. Là. On passait des impériaux aux rebelles et plusieurs impériaux différents, quand même beaucoup de rebelles différents. Fait que c'est ça, j'ai l'impression que je sais pas, peut-être que il y a eu un manque de temps ou quelque chose, hein, mais que l'émission se dénoue très vite, là, surtout sur Corellia. T'sais, à la limite, sur Braca, j'ai l'impression qu'on a mis en masse de temps, qu'on a fait le tour. À l'inverse, sur Corellia, j'ai eu l'impression que ça passait en un clin d'œil. L'émission chiait, il s'en sortait, bon, on passe à autre chose. Fait que, y a cet aspect-là. On a moins parlé... Les deux jeunes, là? Exactement, on a moins parlé du côté Premier Ordre, donc on a quand même une petite incursion dans l'administration du Premier Ordre sur Corellia. Donc c'est des gens locaux, là, mais qui ont joint le Premier Ordre. Et je pense que tous ceux qui vont l'avoir écouté en audiobook vont avoir retenu le nom de Yama, qui arrête pas de se faire chier. Pauvre petite fille de 15 ans. Là, se fait battre par son boss. Ouais, la stagiaire, là, qui arrête pas de se faire crier après. Puis c'est pas toujours de sa faute. Mais ouais, ça m'a surpris un petit peu le côté là,
C'est de la violence au travail. Là. C'est comme terrible. C'est ça, c'est comme... Je me suis dit, c'est ça. Quand il n'y a pas de syndicat, c'est ça que ça fait. Il dit non, c'est pas que tu sois forte. Il faut pas que tu laisses paraître que t'es faible dans le premier ordre. Ouais, ben ça, c'est à garder. Il dit ça après. Là. Mais, puis à l'inverse, t'as l'autre assistant qui, lui, est quand même relativement... pas une taupe, mais tu sais, qui a laissé leaker de l'information. Là. Ouais, ben dans le fond, lui, il était fiable, si on me souvient bien. Par contre, c'est quand il voit le sort réservé aux prisonniers. Quand il voit des ex-sénateurs d'autres planètes débarquer sur Corellia pour se faire traiter en esclave carrément. Là. Il voit la liste, là, tu sais. Ouais, aussi, là, il voit la liste. Fait que c'est ça qui le fait comme tourner. Là. Mais, puis bon, lui trahit, on sait pas trop ce qui va arriver avec après. Yama, par contre, je pense que finalement, si je ne me trompe pas, est avec la résistance à la fin. Ouais. Donc, du moins, elle les aide, ça les suit un peu. Là. Ouais, c'est ça, je veux dire, elle se pousse de Corellia avec eux autres, maintenant. Ouais. Mais, puis, il y a le directeur, si on peut dire, là, en tout cas, c'est l'officier des archives, là, je sais pas. Ouais, c'est ça, un ambitieux là, bureaucrate, là, qui est tout content de sa promotion, de son salaire, de sa position, etc. Mais lui aussi, j'ai trouvé que ça tombait comme à plat. Là. À la fin, s'il manquait un petit quelque chose, j'ai l'impression qu'on l'a suivi beaucoup tout au long du livre, par petits interludes, là, tu sais. Puis, en fait, si on se met dans ses souliers, lui, il a reçu le pouvoir, c'est un gars local qui a reçu le pouvoir du premier ordre, puis pour la première fois, il y a une mission vraiment grosse à faire pour l'état-major, là. Ici, c'est quand t'étais dans Solo puis t'avais le gars des douanes là, qui disait hey, j'ai du sorte de sacrer mon camp d'ici. Ça fait que là, c'était un bon exemple de ça, que pour la première fois, il est vraiment confronté à quelque chose de vraiment difficile, puis il se fait attaquer et tout, puis là, il voit que oh shit, hein. Il chie dans ses culottes, là. C'est à peu près ça. T'sais. Ouais, c'est ça. Puis là, t'as comme il écoute jamais rien, Yama se tourne vers le colonel du premier ordre. Là. Donc, fait que quelqu'un qui est au-dessus de lui, si on peut dire, là, qui craint encore plus. Là. Mais c'est ça, j'ai trouvé que ça aussi, ça débouchait sur pas grand-chose. Fait que, bref, c'est ça. De mon côté, je finis sur une note... mais tu sais, c'est... Comme on disait, c'est un commencement de Renaissance, mais en tout cas, comme Renaissance, on a vu mieux, là, ça se passe juste en une poignée de jours, je pense, en tout cas, en quelques jours seulement, puis il reste quand même 1 an de lousse dans la temporalité avant l'épisode 9. Donc, il se fait pousser en bas du pont que Lex Bird dit. C'est comme... ben, c'est un bon destin pour lui. Là, c'est ça. Je trouvais aussi que Maskanata était chiante. Je sais pas pour toi, là. Elle était là, elle faisait d'autres choses, puis elle dit ok, vous voulez l'information? Non, je me mêle pas à ça. J'ai des amis pirates, puis ça va vous coûter cher parce que les pirates, ben, ils demandent de l'argent, puis c'est du crime organisé. Fait qu'arrangez-vous. Bye! Ouais. C'est à peu près ça, tu sais. Ouais, il y a toujours une espèce de petite attitude à la Yoda, là, tu sais, dans le sens que je dis pas tout, mais j'en sais 3 fois plus là, de ce que je vous dis. Puis, tu sais, je vous le dis pas parce que ça va être bien pour vous, ça va vous permettre de vous développer en tant que personne. Là, ben, c'est ça. Fait que c'est vraiment, elle fait la Yoda de Poe Dameron un peu, là. Mais tu te dis, dans la situation dans laquelle ils sont, c'est-tu vraiment le moment là, de jouer au professeur, tu sais, toi? C'est ça, dans le chat, ils disent elle est frustrée que son château soit fait détruire. Ouais, ben ça, elle mentionne, elle dit tu te souviens comment j'aimais mon château, là, puis à cause de vous, j'ai plus mon château. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Lexberg, il dit vieille tannante. C'est vrai qu'à l'âge qu'elle a, il y a peut-être un petit côté vieille déplaisante. Là, non, c'est ça. Mais je dirais que c'est vraiment un roman qui est vraiment focusé sur Poe. Vraiment, que gros... autant il était dans l'épisode 7 et 8, puis il était vraiment pas un rôle aussi important qu'on croyait. Parce que quand on a vu ça, ça va être le Han Solo, là. Mais il est pas aussi présent, hein, dans l'épisode 7 et 8. Il est un bon pilote et tout, là. Dans le 8+. Dans le 8+, ouais. Dans le 7, déjà, il était censé mourir. C'est ça. Ils l'ont ramené, fait que c'est quand même lui qui détruit Starkiller Base, dans un sens, là, en tout cas. Mais c'est vraiment un roman focusé sur lui, je dirais, parce que c'est lui qui a vraiment un arc
un développement de personnage le plus flagrant, là, qui a un plus bel arc de développement que les autres. Vraiment, je dirais. Oui, les références, c'est le fun. Mais... C'est pour ça aussi que ça fit autant avec la série de comics de Poe Dameron, là, qui était justement centré sur lui et son équipe. Fait que, non, c'est... Fait qu'effectivement, Finn et Rey sont un petit peu en retrait, là, dans ce sens-là, pour le Big Tree, mais bon, Rey, elle a son autre livre, là, Spark of the Resistance. Mais Rey est tellement gêné dans ce livre-là. Ouais, hein, c'est un peu surprenant. J'étais comme, oui, puis elle s'en va, tu sais, comme, elle est super gênée, là, même devant Léa. Ouais, puis elle a pas du tout la même attitude que dans les comics Allégeance, là, qui se passent un peu après ça. Donc, où est-ce qu'elle est frustrée, agressive, etc. Okay. Fait que, mais bon, ça, en tout cas, elle peut passer par différentes phases d'émotion. Mais, ouais, moi aussi, ça m'a surpris un petit peu ça, le côté en retrait, mais probablement que c'est justement pour développer plus l'histoire de Poe. Et puis, tu sais, quand tu regardes ça, vraiment, la résistance, c'est plus Poe, et tandis que l'aspect force, là, tu sais, lumière contre l'obscurité de Kylo Ren, pis tout ça, bon, ben, ça va plus être la job de Rey. C'est ça. Mais clairement, faut s'attendre à un rôle de leader pour Poe dans l'épisode 9. Ouais. Même, on le voit déjà dans la bande-annonce, il y a des scènes, tu le vois entouré de gens, il est en train de faire un discours, donc c'est clair qu'il va avoir un rôle très très important. Il va peut-être avoir eu son grade rendu là. Ouais, ben dans le fond, attends un peu, là, il était commandant dans celui-là, il avait perdu son commandement? Ouais, mais... il était encore plus haut, était-tu capitaine? Il était commandant, puis il était retombé... Ok. À Irdon, je sais plus c'est à quel moment, là, mais là-dedans... À Irdon, dans le livre? Là-dedans, il est commandant, me semble. Dans oui, il est commandant. Donc, il avait récupéré... Parce qu'il me semble, dans l'épisode 8, il était commandant, puis il était dému à capitaine? Ouais, exact. Il était général, puis il était dému à commandant? Non, il était commandant, il est tombé capitaine. C'est ça. Et puis, c'est à la fin, il était commandant, ouais. C'est peut-être dans les comics, là. Comme je disais tantôt, les comics dépassaient l'épisode 8 un petit peu, là. Mais je dois avouer que c'est un détail qui m'échappe. Il va peut-être être rendu général dans l'épisode 9. Là. Ouais, ben ça reste à voir parce que c'est un personnage qui... comment dire, c'est un pilote, je veux dire, Luke n'était pas général. Han Solo l'était, là, mais je veux dire, un pilote de chasseur d'habitude, en tout cas. Ouais, c'est vrai. Il faut que tu fasses un peu plus d'administration et de gestion. Même si tu sais, t'avais Leia, Han, qui allait au combat, mais c'est ça, entre le général de terre, là, qui va au combat avec ses troupes, puis celui dans un chasseur, je sais pas, là. Mais on n'a pas parlé du petit clin d'œil à l'Empire contre-attaque avec le général Riken qui revient aussi. C'est vrai, je l'avais complètement oublié, t'as raison. Il est pas énormément présent. Non. C'est un clin d'œil, là. C'est ça, il fait partie de ceux que, quand on parlait on va avoir besoin de stratèges puis de tacticiens. Ouais, fait que c'est le retour de Riken, de l'Empire contre-attaque, donc celui sur Hoth, donc la bataille de Hoth, là, ceux qui ne le replaceraient pas. Et je pense pas qu'on l'avait revu par après. Il me semble qu'il est pas dans le retour du Jedi du tout. Non. Donc, il a dû s'évacuer Rylot avec les autres. Puis même dans les livres non plus. Puis il est avec, tant qu'à parler de lui, il était avec aussi un autre que lui, on le voyait, c'est-tu dans le retour du Jedi? En tout cas, un gars avec je dis un gars, là, mais c'est un alien, avec une espèce de patch sur un œil, là, genre pirate, là. Oh boy! Là, ouais, en tout cas, bref, un rebelle, là, de l'épisode 6 qui vient avec Riken, je me souviens plus le nom, là, puis je me souviens même plus le nom de l'espèce. Mais, on va voir si dans le chat, ils vont le trouver. Avec la peau jaune-orange un peu, là. Ah, tu vois, Lexberg dit un Dressalien. Donc, je pense que c'était ça qu'il y avait aussi, mais je pense que c'était pas lui dans le livre Cible mouvante avec Leia. Donc là, c'était un commando, là. Je pense qu'il se sacrifiait à la fin. Mais c'était la même espèce. Bref, on a nos équipiers aussi, le reste de l'équipe de Star Wars en direct. Il y en a quand même plusieurs cette fois-ci qui avaient eu le temps de terminer le livre, puis qui nous ont laissé leurs commentaires, leurs critiques. Donc, tu vois, je vais y aller pour commencer avec Cécilie, qui devait être avec nous ce soir, qui malheureusement a été pris pour rester au travail toute la soirée. Donc, elle a dit, côté positif, j'ai adoré ma lecture du début à la fin. Le rythme coule bien tout au long du roman.
Le roman a des liens directs avec Bloodline, Battlefront 2, les BD pour Dameron, etc., comme on a dit. J'ai aimé revoir le personnage de Wedge Antilles et ça m'a même un peu étonné. Je suis content qu'on ait eu la présence de Twi'lek et de la planète Rylot. C'est une planète peu exploitée dans les romans et même les films, je trouve. J'étais bien heureuse de la présence des Twi'lek car il s'agit d'une espèce que j'aime beaucoup. J'ai trouvé que le roman était du fanservice pur et simple, ce qui est agréable après le fiasco de Last Jedi. Bon, ça, c'est son avis, ouais. Fait que tirez-moi pas de roche. J'ai trouvé l'action dosée comme il faut. Sur une note un peu plus négative, durant ma lecture, j'ai trouvé qu'il y avait aucun lien avec les romans et BD de Galaxy's Edge. Donc ça, je te l'accorde, effectivement. On avait fait l'émission ensemble là, sur Black Spire et compagnie. Là. J'ai l'impression qu'il a été écrit un peu en même temps. Fait que ouais, en parallèle. Peut-être le problème qu'il y a eu des fois de déconnexion. Là. Et tu vois, les histoires se passent en même temps et il n'y a rien du tout. Les personnages de Rey... le personnage de Rey est très peu présent, ce que je trouve dommage car c'est un personnage très important de la fin de la postlogie. Donc elle lui donne quand même, malgré ses quelques petits points négatifs, un bon 90%, donc un 18 sur 20, comme toi, Danny. Fait que je pense que c'est un franc succès de la part de Cécilie. Du côté de Jean-François, lui aussi était censé être avec nous ce soir et lui aussi, pour des raisons professionnelles, ne pouvait pas être là. Mais est-ce que, Danny, tu pourrais nous donner ses commentaires? Ben oui, on a une vie aussi à part Star Wars en direct, donc qu'est-ce que Jean-François nous dit? Il dit « J'avoue que je m'attendais pas à grand-chose avec Resistance Reborn, mais j'ai été agréablement surpris de l'histoire. C'est clair que l'histoire est une suite des comics pour Dameron. J'aime bien le conflit qu'il y a en lui à la suite de sa mutinerie de l'âge Jedi. Un peu qu'est-ce qu'on expliquait, là, c'est... des mauvaises décisions, puis après il y a la mutinerie à bord avec Holdo. Les conversations entre Leia et Rey sont excellentes, mais on peut voir que Rebecca Romijn ne pouvait pas vraiment développer le personnage de Rey. C'est dommage car il y a quelques moments où l'on sent que l'auteur aimerait en dire plus sur Rey, mais elle ne peut pas. Plusieurs éléments de l'univers canon se retrouvent dans ce livre et c'est vraiment le point fort de l'histoire. J'avais l'impression à plusieurs moments de lire du James Luceno. C'est vrai que James Luceno est un des meilleurs pour faire des références avec l'univers Star Wars. C'est une encyclopédie ambulante, ce gars-là. Cet auteur-là. Et c'était l'auteur de Catalyst aussi. En effet. Cependant, ce livre est loin d'être parfait. Le premier tiers n'a pas vraiment de momentum et n'est pas non plus une histoire essentielle et je trouvais qu'il manquait beaucoup de descriptions contrairement à Closery ou Timothy Zahn. C'est vrai, si je peux commenter, c'est vrai qu'il y avait moins de descriptions, mais c'était du développement de personnages plus que des descriptions de lieux ou d'action. C'est peut-être juste là la différence. Là. On apprécie les livres de façon différente, de façon générale. Je sais que JF aime beaucoup les tactiques de guerre, les trucs comme ça, donc c'est peut-être là qu'il a moins aimé. Il dit, mais ce qui fonctionne dans le livre fonctionne très bien, et c'est pour ça que je lui donne un 15 sur 20. Et voilà. Donc, quand même un petit peu plus faible, mais je pense que ça s'est quand même rattrapé au cours de la lecture, parce que ce que je me souviens de ses commentaires quand il avait commencé, c'est lui qui avait commencé la lecture avant tout le monde. Et au début, là, il avait pas de l'air de l'aimer du tout. C'était très très négatif. Puis on lui disait, ben écoute, pourtant les critiques ont l'air bonnes, là, fait que persévère puis ça va peut-être se placer. Ensuite, du côté outre-Atlantique, on a David aussi qui nous a laissé, David Dupont qui nous a laissé ses commentaires. Donc il disait, j'ai enchaîné la lecture de l'excellent Alphabet Squadron et Resistance Reborn. Les deux partagent de faire suite à un film. Donc, autant j'ai aimé dans le premier qu'il n'y ait pas de personnages connus, autant j'ai adoré retrouver tout le monde dans le deuxième. À chaque chapitre, j'ai été accroché à l'histoire, on ressent l'enjeu à chaque instant, aucune difficulté de compréhension malgré les différents points de vue et lieux. Donc, un vrai régal pour tous ceux qui ont lu le reste du canon. Je suis totalement fan fini de Wedge depuis les livres X-Wing, j'avoue. Avec Snap, ils forment une équipe de choc où le risque de les perdre dans la bataille est réel.
Bref, j'adore pour tout plein de raisons qui ont dû être évoquées dans cette émission. J'ai vraiment hâte que tout le monde ait pu le lire, le meilleur moyen de faire monter la hype pour le film. Surtout qu'on comprend bien mieux certains personnages ou actions de l'épisode 8 de The Last Jedi. Il pense à Poe, évidemment. L'auteur doit être en amour avec l'acteur Oscar Isaac au nombre de références à ses cheveux tout au long du récit. C'est vrai. On en a parlé un petit peu, là. Mais c'est vrai que plusieurs fois, il en parlait que c'était tout le temps des petits à côté par rapport, là, que tu passes par-dessus, mais c'est vrai que c'était présent et que c'était pas nécessairement essentiel. Donc, Carla, s'il devait se passer quelque chose... oups, j'ai sauté, tu vois, un petit bout. Donc, il dit que l'auteur doit être il a employé le terme shippeuse. Donc, comme ça me disait absolument rien, il m'a précisé par après que c'est une expression, donc, pour dire entremetteuse, entre guillemets, là. Ouais, ben c'est ça, je te disais, le shipping entre en anglais. Entre les couples, c'est ça, le shipping, c'est ça. Ça vient du mot relationship. Ouais, c'est ça. Fait que là, lui, il parlait de ça par rapport à Poe et Finn. Donc là, il disait Carla, s'il devait se passer quelque chose entre les deux, ce serait dans ce livre-là là, où il y a le plus d'indices par rapport à ça. Et bon, je continue de penser que c'est du n'importe quoi, là, mais bon, c'est ça. Donc, il dit, lisez ce livre, point final. Donc, c'est très directif comme commentaire. 19.5 sur 20 qu'il donne. Donc, la note quasi parfaite, là, on est à 0.5 sur 20 de la perfection. Et du côté de Faye aussi, du côté de l'équipe française, qu'est-ce qu'elle nous dit, Danny? C'est très court dans son cas. Elle dit, je n'aurai pas le temps d'envoyer un commentaire détaillé, mais je peux dire en rapide que j'ai bien aimé le roman parce qu'il relie bien l'épisode 8 avec d'autres romans et les jeux vidéo. Un excellent cross-média, comme l'expression intermédia, on pourrait dire. Ça croise les différents médias. On s'ennuie pas et c'est bien pour patienter avant l'épisode 9. Elle donne un 20 sur 20. Quand même. Fait que dans le fond, quand on regarde ça, si on faisait une moyenne, je pense qu'on serait pas mal autour du 18 sur 20. Ouais. 17.5, 18 sur 20. Fait que c'est quand même une très bonne note là, pour un livre sorti. Moi, je l'anticipais depuis longtemps, mais je m'attendais pas à autant de... Moi non plus. D'enthousiasme de la part des gens, et je suis pas non plus celui qui l'a le plus apprécié. Puis tu vois, t'as Nico Crank aussi dans le chat qui parle d'un 17 sur 20. Donc c'est ça, je pense que le monde est assez unanime. Tu sais, j'ai pas vu nulle part des critiques le démolir. Tu sais, comme il y a des fois là, des livres que soit t'adores, soit t'haïs. Ben là, c'est comme, tu vois, il y a Jeff qui a moins aimé un peu, puis il donne quand même un 75%. C'est ça. Juliane dans le chat qui donne 17 sur 20, Lexberg 19 sur 20. Ouais, fait que c'est ça. Si les gens qui se demandaient quel livre attaquer avant la sortie du film, ben, je pense que celui-là serait quand même le choix numéro 1. Ou si vous voulez vous plonger dans la lecture, commencez peut-être par celle-là. je dis. Aussi. C'est le type de roman comme Catalyst. Tu as mentionné aussi Most Wanted, Rebel Rising avec Rogue One. C'est le même type de livres qui sont rattachés clairement avec un film, que vous allez vous identifier directement avec les personnages que vous avez vus. Donc, vous avez une image dans votre tête de quoi ils ont l'air, etc. C'est parfait pour connecter avec l'univers littéraire de Star Wars. Et donc, c'est sur ces critiques enthousiastes là, qu'on va conclure cette émission de Star Wars en direct littérature. Comme toujours, si vous avez des suggestions, des commentaires, des réactions sur les sujets que nous venons de discuter, contactez-nous à l'adresse studio@swandirect.com. Et ou vous pouvez évidemment nous laisser vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et notre chaîne YouTube. Et surtout, n'hésitez pas à partager nos épisodes sur vos réseaux sociaux pour faire croître notre belle communauté. Du côté de nos prochaines émissions, Danny, qu'est-ce qu'on a qui s'en vient? Oui, on continue à se préparer au retour de Clone Wars. Donc, on a Star Wars en direct Clone Wars. On focus cette fois-ci sur l'arc Mortis, donc c'est un des arcs très importants dans la série Clone Wars, donc c'est en montage si je me trompe,
On a aussi Star Wars en direct série qui continue avec le 3e épisode de Mandalorian, qu'on va enregistrer ça très bientôt. Et aussi, avec la sortie du jeu, on va avoir un Star Wars en direct gamer sur Jedi Fallen Order, aussitôt que toute l'équipe a fini de parcourir le jeu. Et voilà. Et on rappelle, pour joindre notre communauté de fans et d'auditeurs, ainsi que pour participer à nos enregistrements en live, rejoignez notre serveur Discord. Et puis pour montrer vos couleurs, dirigez-vous vers la boutique Star Wars en direct pour vous procurer des t-shirts, des produits dérivés à notre effigie, donc starwars.direct/boutique. On est disponible sur toutes les bonnes plateformes, iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Google Podcast et Apple Podcast. Une dernière fois, on remercie nos partenaires Mint in Box, Star Wars Holonet, SiteClan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction, ainsi que le Space Trash Show. Et de la part du leader suprême Danny et de moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars à direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.